Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bientôt Noël, je voulais souhaiter à chacun de mes abonnés, je crois que j'ai 152 abonnés, je voulais souhaiter un joyeux temps des fêtes à chacun d'entre vous. Et également, en 2024, je vais faire un cadeau à un d'entre vous. J'ai fait venir par la poste un deuxième livre de Frères d'Armes. Donc, j'ignore la façon dont je vais procéder pour le tirage. Tout cela reste à suivre. Mais chose certaine, c'est que je vais faire un cadeau à l'un d'entre vous. Car depuis, je dirais 2 semaines, je me surprends à penser à vous les abonnés. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de vous faire un cadeau. Le livre devrait arriver début janvier. Comme je vous ai dit auparavant, tout reste à déterminer comment que je vais procéder pour le tirage. Mais c'est sûr et certain que l'un d'entre vous va avoir la chance de gagner le livre de Frères d'Armes. L'épisode d'aujourd'hui est réellement intéressant. Elle se déroule en grande partie en Angleterre. C'est vraiment le dernier bout d'entraînement intensif des hommes de la Easy avant le grand jour, le jour J. Durant cette vidéo, vous allez avoir la chance d'entendre certains commentaires des hommes, des soldats, qui vont venir appuyer ce que moi je vais vous raconter dans cette vidéo. Également, on va se familiariser plus personnellement avec certains hommes de la Easy Company. Comme à l'habitude, si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite encore un joyeux Noël à chacun de mes abonnés et on se revoit pour la conclusion de cette vidéo. Mais avant, je vous souhaite une très belle vidéo. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Un secret bien gardé ». Nous sommes en septembre 1943. C'est vraiment la suite de l'épisode 2. Les troupes montent à bord du paquebot Samaria. Ce paquebot avait été conçu pour accueillir 1000 personnes à son bord. Lors de la traversée outre-mer, il en comptait 5000. C'est quand même assez incroyable. La surpopulation à bord de ce paquebot rendait les conditions de vie pour les soldats vraiment épouvantables. Les douches débitaient de l'eau salée très froide, l'eau potable était strictement rationnée. En permanence, les soldats devaient porter sur eux leur gilet de sauvetage, qui n'était vraiment pas petit. Également, les hommes devaient dormir tous habillés et ne disposaient que d'une couchette pour 2 personnes. L'un des commentaires qui ressort dans plusieurs journaux personnels des soldats à cette époque, c'est vraiment la puanteur abominable qui régnait lors de cette traversée. La routine des soldats sur le paquebot était vraiment d'arpenter les ponts, s'accouder au bastingage pour regarder le convoi sur la mer qui les suivait, où les soldats aimaient vraiment jouer à des jeux d'argent, dont le dé, le blackjack et le poker. Les hommes à bord misaient vraiment des grosses sommes d'argent qui changeaient constamment de main. Un soir, le soldat Carson avait réussi à gagner 125 $, qu'il a perdu aussitôt le lendemain. 125 $ à l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent. Je crois que pour être parachutiste, les hommes étaient payés 100 $ par mois, qui était vraiment très bien payé. Capitaine Sobel, qui était à bord du paquebot, a essayé d'organiser des séances de gymnastique sur le pont, mais l'espace manquait, donc à part se ridiculiser, ça n'a pas donné rien. Je vous laisse entendre la première entrevue de l'épisode. C'est le soldat James Martin qui nous décrit en ces mots la traversée à bord du paquebot Samaria. Également, c'est vraiment impressionnant. Je vous laisse voir le même soldat, le soldat James Martin, qui faisait partie de la télésérie HBO. Il y avait un acteur qui jouait son personnage. Vous allez voir le soldat James Martin, à l'âge de 92 ans, en 2013, ce dernier a remonté à la course le mont Kuraï. C'est vraiment exceptionnel.
and I can still run. When we got through that training at Fort Bragg, we got on a ship called the Samaria. It was a British luxury liner for tourists, intended to carry 1,000 people. We had 5,000 on board, so you can imagine what it was like. I was on KP the first day. We went down the hold. They had a bunch of wooden barrels with the top knocked out, full of brine. And this Indian cook, and when I say Indian, I mean he was from India. Big hairy arms, big hairy chest. He reached down in there, pulled up a big piece of horse meat. He said, "This is what you're gonna eat." And one of the guys said, "But it's got maggots on it." He said, "But it's live meat. That's what you're gonna eat." I didn't eat for 10 days. And I was fortunate, and a few other guys didn't either. When they got through eating, they had 2 wash pans and 2 lines going through, and all those guys washed in a wash pan with their eating utensils. And every once in a while they'd put some Clorox in it. As a result of that, almost everybody had dysentery. It was horrible, all over the place. And we got an awful storm, one of the worst storms they said they'd ever had. And we had on the bulkhead, there was an arrow hanging down, and degrees marked on it, and we were swinging back and forth from 0 to 45 degrees, and they were taking bets on when we'd turn over. And then submarines came in. I never saw them, but they said they were in, and things got pretty rough. And we almost ran into another boat. Not supposed to call them boats in the Navy, they're supposed to call them ships. But we finally got them to Liverpool. 15 septembre 1943, le Samaria entre dans le port de Liverpool. Le lendemain, un train a convoyé les hommes de la 101e division vers le sud. Rendus là-bas, des camions les attendaient à la gare d'Ockbourne-St. George pour les conduire vers leur nouveau cantonnement. Mais, la nuit étant tombée, les hommes de la Easy Company ont dû parcourir les 3 derniers kilomètres à pied équipés de leurs lampes torches. Je rouvre une parenthèse, je suis vraiment désolé si au cours de la vidéo, lorsque je nomme des noms de villes en Europe, lorsque je les prononce, si c'est pas la bonne façon, je suis vraiment désolé. Je ferme la parenthèse. Le soldat Webster décrit dans son journal personnel qu'à son réveil le lendemain matin, il se sentait vraiment transporté à Hollywood sur un plateau de cinéma. Autour de leur baraquement, il y avait des maisons au toit chaume et les murs étaient couverts de rosiers grimpants. 5 vieux pubs dont les enseignes se balançaient par le vent leur souhaitaient la bienvenue dans le pays de la bière légère, brune et amère. Ils se trouvaient à Aldbourne, à 130 km à l'ouest de Londres. Les hommes de la compagnie, eux, allaient rester à cet endroit pendant les 8 prochains mois, leur plus long séjour au même endroit. Aldbourne était extrêmement différent de Kantokoa, Fort Benning ou Fort Bragg. Jusque-là, les hommes de la compagnie avaient toujours été cantonnés dans des camps militaires isolés ou toujours refermés sur eux-mêmes. À présent, ils se trouvaient au beau milieu d'un petit village anglais dont les habitants étaient conservateurs, tenaient à leurs habitudes et appréhendaient la venue de tous ces jeunes Yankees.
Les risques de conflit étaient très importants, mais l'armée américaine avait mis sur place un programme d'information qui s'est révélé très efficace. Dès le premier matin et pendant presque toute la première semaine, les hommes ont été informés avec précision du mode de vie, des coutumes et des habitudes anglaises. À Holborn, les hommes devaient se contenter de boire leur bière tranquillement à la manière anglaise. Mais on n'avait pas envoyé des soldats pour aller boire de la bière les soirs et aller danser, mais bien pour préparer l'invasion de l'Europe. Le soldat Malarkey se croyait revenu au camp Tocoa. Il s'entraînait 6 jours semaine en raison de 8 à 10 heures par jour. Au programme, des marches de 25, 30, 40 km, des opérations de nuit, des exercices de combat de rue, 1 heure quotidienne de combat en corps à corps, des formations consacrées à la lecture de cartes, aux secouristes, à la guerre chimique et à l'utilisation des armes allemandes. Pour vous donner une idée, les hommes en 24 heures ont effectué une marche de 40 km. 2 jours plus tard, ils refaisaient la même marche de 40 km en 12 heures avec leur équipement de combat. Également, ils avaient la chance de suivre des cours sur les pièges, le déminage et j'en passe. Les hommes ont appris à lire le terrain pour pouvoir l'utiliser à leur avantage. Comment le terrain doit dicter la tactique à employer et par-dessus tout comment s'adapter au terrain et vivre sur le pays pendant plusieurs jours sans perdre de son efficacité. Tous les hommes de la Easy Company sont tous d'accord pour dire que s'ils ont survécu, c'est en grande partie grâce à leurs entraînements. C'est pour cette raison qu'ils répétaient toujours les mêmes exercices, car il leur faudrait répéter ces mêmes exercices au combat instinctivement, sinon c'est la mort. 30 octobre 1943, c'est une date vraiment importante. C'est vraiment le début de la fin du capitaine Sobel à partir de cette journée du 30 octobre. Je vous explique. Le matin du 30 octobre, le capitaine Sobel ordonne au lieutenant Richard Winter d'inspecter les latrines à 10 heures le matin. Winter en prend note. Vers les 9h30, le colonel Strayer arrête Winter pour lui demander s'il peut censurer le courrier des hommes, un travail qui ne pouvait être fait à l'état-major. Winter accepte, il se dépêche, il saute sur son vélo et il se rend à la maison, une petite maison qu'il louait proche de la base. 9h50, Winter a fini son travail, il ressaute sur son vélo et se rend à la base. Il est 10h précis lorsqu'il laisse son vélo devant les baraquements. Il entre pour aller faire son travail d'inspecter les latrines et à sa grande surprise, il trouve dans les lieux le colonel Sobel présent. Sobel, sur les lieux, se baisse la tête, passe à côté de Winter comme pour faire comme s'il ne l'avait pas vu et quitte les lieux. Il est 10 heures précises. Winter inspecte alors les latrines qui lui paraissent vraiment très bien, un travail très bien fait par le soldat sur place, le soldat Mello. 10h45 précise, le lieutenant entre dans la salle des rapports et se prépare pour l'inspection de la compagnie. Sans l'ombre d'un sourire, l'adjudant-chef Evans arrive sur les lieux et remet à Winter une lettre dactylographiée. Sur ce document est inscrit que le lieutenant est coupable de ne pas avoir suivi l'article 104. Il sera donc puni pour ne pas avoir inspecté les latrines à 9h45. Le problème, c'est que Sobel lui avait seulement dit d'inspecter les latrines à 10 heures. C'est là que le conflit commence. Le lieutenant Winter, n'étant pas d'accord avec la décision, va retrouver son capitaine, lui demande la permission de parler. Ce dernier accepte. Winter lui dit qu'il n'est pas d'accord avec l'article 104 et la punition, car ses ordres étaient vraiment d'inspecter les latrines à 10 heures et non 9h45. Le capitaine Sobel, pour se défendre, lui dit qu'il a envoyé un messager pour lui dire. Winter dit qu'il n'a pas reçu cet ordre, ce qui est vrai. Le capitaine Sobel rajoute que ce n'était pas une excuse, qu'il a même appelé à la maison où ce que Winter résidait. Le problème avec cela, c'est que c'est différent que dans la télésérie. Dans la télésérie, Richard Winter répond à Sobel que où il loge, il n'a pas de téléphone sur les lieux. Mais dans la réalité, le lieutenant Winter s'est dit tout cela dans sa tête. Il aurait vraiment aimé lui dire que c'était des mensonges, mais il l'a gardé pour lui. Donc, le capitaine Sobel informe Winter de prendre la punition comme un homme, qu'il passe déjà tous ses week-ends à la base et d'accepter la punition. Et s'il n'est pas d'accord, qu'il peut contester en cour martiale. C'est le 4 novembre 1943 que le lieutenant Richard Winter a décidé de faire appel de cette décision et de porter le jugement en cour martiale.
Le jour suivant, le colonel Strayer prit une décision vraiment étonnante. Il décida de muter Richard Winter dans une autre compagnie. À partir du 5 novembre 1943, Richard Winter ne faisait plus partie de la Easy Company. Winter parti, Sobel toujours aux commandes, les combats se rapprochant à grands pas. Tous les sous-officiers de la Easy Company étaient furieux. Tous les abonnés qui ont écouté la télésérie Frères d'armes vont reconnaître ce que je suis en train de décrire. Suite au départ de Winter, tous les sous-officiers de la Easy Company se réunissent et ensemble ils écrivent une lettre dans laquelle ils disent qu'ils ne veulent pas aller au combat avec Sobel et qu'ils rendent leur galon. Ils furent unanimes à juger qu'il leur était impensable d'aller au combat sous les ordres du capitaine Sobel. Chacun des sous-officiers, le soir venu, a remis sa lettre de démission sur le bureau du colonel Sink. Je suis vraiment embêté, car dans le livre, j'ai lu l'information comme je viens de vous la décrire. Dans la télésérie également, on voit que les sous-officiers remplissent une lettre. Où je suis embêté, c'est que dans une entrevue, le sous-officier Bill Garneri décrit un événement tout à fait différent. Donc, je vous laisse voir une petite partie de cette entrevue du sous-officier Bill Garneri qui parle de cet événement lorsque Winter s'est fait muter. So, tell me a little bit about the training that you experienced. Well, we were trained by Captain Sobel, Herbert Sobel. Best training officer we ever had. But you didn't like him. Well, not that we didn't like him. When you train, everything different. When you go to combat, you have to have good leaders. He would have got everybody killed. All during his training, didn't know a damn thing about combat. He didn't know anything, but Everyone knew it. Everybody knew it. they knew that he had no combat experience. Everyone knew it. But did the people that trained you, did they have combat experience? The one responsible was the captain. He's the one responsible for everything. Without him, you're going to wind up in trouble. So that's when we revolted. We got rid of Sobel. So we got rid of Sobel? How did we get rid of Sobel? Everybody in the movie said we signed a paper. No. We did not sign no papers. In the movie, everybody signed a paper. All the sergeants. You were a sergeant then? Correct. They cut their stripes, let them hang down. Cut the stripe, let them all hang down. Next morning, we all walked out. Every sergeant, the corporal walked up to the captain, saluted him, ripped their stripes off, threw it right in the goddamn face. Did you really? And you said, ask, I told you. No, I know. We threw it right in his face. We walked back. Now you run the company. And that was it. And then what? And you said, if you either get rid of Sobel or we're not going to jump. What we've done spoke for itself. Oh, really? How can you run a combat outfit without no sergeant, corporal? You can't. So and you were the sergeant at the time. We were private. Everybody turned private. They threw the stripe right in his face. So then from there because they got to make you say, court martial up, kill us, or get rid of Sobel. He got rid of Sobel. What made you? And I'm just curious. I'm just asking this because I'm curious. What made you think that Sobel? I mean, you didn't have any combat experience. No one in your group, did anybody in your group have combat experience? We had training. Every day we had training exercise. Yes. When it was done, it was all messed up. Oh, because it's not Sobel. All your training was done, all wrong. We were part of the Captain Sobel. They know it. Everybody knows it. What happens then? Ready for combat. You're ready to go into combat. You were anxious for it. Couldn't wait. Could not wait to get in combat. And then you went to you were taken to the British town or the English town of Adelbourne. Aldbourne, yeah. Aldbourne. I'm sorry. Aldbourne. That's what you're here for, to correct me. Yeah. That's why I did you, and you continued training there. Yeah, that was ready. We getting ready for real combat. Yes. You were anxious for it. I know. And in the meantime, while they had removed Captain Sobel from the company, and they also removed Dick Winters from being my platoon leader from the company. He came back several days later. The upshot of it was that they forced Captain Sobel out. But anyway, he was a very, very difficult person, and
no explanation for it. He made E Company very, very tough, and I've always given him credit for that. The incident that they show there about the cattle exiting that fence that they cut, that actually happened at night, and they show it happening in the daytime, but that wasn't actually true. It happened at night, and this farmer's cattle got all over the country there, and they had a big hullabaloo about that. Lorsque le colonel Sink a pris connaissance de cette information, il était vraiment furieux. Il a menacé les hommes de les fusiller, mais les hommes s'en sont sortis seulement avec un avertissement. Le colonel Sink a donc envoyé Sobel à Chilton et l'a remplacé par le lieutenant Thomas Meehan de la compagnie B, après quoi il a réaffecté Richard Winters à la Easy Company en tant que chef de la première section. L'ère Sobel était enfin terminée. Et Winter peut dire un grand merci à ses sous-officiers sans quoi je crois que l'histoire aurait été vraiment différente, car Richard Winter n'aurait pas fait partie de la Easy Company, donc ça aurait pu vraiment changer beaucoup de choses. Le lieutenant Thomas Meehan était tout le contraire de son prédécesseur. Plutôt grand, mince, svelte, il était compétent et avait du bon sens. Sévère mais juste, il était parfaitement maître de lui. Sous ses ordres, Winter a dit « Nous sommes devenus une compagnie tout à fait normale ». Je dois vous dire que ce que l'on lit dans le livre, avant le 30 octobre, il était vraiment temps que le capitaine Sobel change d'endroit. Le soldat Tepper se souvient très bien des exercices de tir à balles réelles lorsque Sobel leur faisait de dos. Les hommes faisaient par esprit pour lui tirer des balles vraiment qui lui sifflaient très près des oreilles. Et ce dernier se cachait, sautait. Les hommes, eux, riaient. Donc, il était vraiment temps que Sobel quitte la Easy Company. Début décembre 1943, le soldat Gordon se souvient très bien des exercices de nuit de cette époque. À la faveur de ces exercices, les membres de chaque section, de chaque groupe de combat qui se connaissaient déjà parfaitement bien sont devenus véritablement intimes. Même en pleine nuit, Gordon explique qu'il lui suffisait d'apercevoir une silhouette pour savoir de qui il s'agissait. La plupart des connaissances acquises à l'entraînement ont été utiles au combat, mais c'est cette intimité, cette confiance totale, cette camaraderie confortée à l'occasion de ces longues nuits humides et froides passées ensemble qui se sont révélées les plus utiles. L'excellence des chemins de fer britanniques permettait aux hommes, lors de leur permission de fin de semaine, de s'évader, de s'échapper de l'attention des préparatifs. En ce début d'hiver 1943, l'Angleterre était pour tous ces jeunes Américains un vrai pays des merveilles. Partout où ils allaient, les jeunes Anglais de leur âge étaient soit emprisonnés dans des camps, soit en guerre en Italie ou en Afrique. Donc, autour d'eux, il y avait un tas de belles jeunes femmes célibataires avec aucune attache. On doit se le dire que les hommes en ont profité au maximum. Le soldat Carson a écrit dans son journal que Londres était pour lui un vrai tapis volant. Il lui suffisait d'emprunter n'importe quelle rue pour croiser tous les uniformes du monde. Partout, il rencontrait des soldats canadiens, hollandais, polonais, australiens, français libres et belges, et j'en passe. Âgé seulement de 20 ans, Carson était conscient qu'il faisait partie de quelque chose de vraiment grand qu'il ne reverrait sûrement jamais. C'est à ce moment que se greffe un nouveau personnage à notre histoire, car en prévision des pertes que les combats allaient provoquer, pour renforcer la compagnie E, l'état-major a décidé de renforcer cette dernière par 2 officiers par section. Je parle bien sûr du sous-lieutenant Lynn Compton, que les hommes surnommaient Buck. Compton est né à Los Angeles le 31 décembre 1921. Il était un athlète incroyable. Il avait été élu joueur par excellence à l'université au baseball. Après avoir suivi la formation dispensée de l'école des troupes aéroportées de Fort Benning, il a rejoint la compagnie E au mois de décembre 1943 dans la ville de Albourne. Du fait de son expérience, de sa carrière sportive ou de son amour pour le jeu, Buck se lia très vite d'amitié avec les sous-officiers de la compagnie E. Surpris à jouer au dé avec quelques subordonnés de la compagnie, il se fit rappeler à l'ordre par le commandant en second, Richard Winter. Nous arrivons à une date plus morbide, le 13 décembre 1943. C'est cette journée qu'aura lieu le premier décès dans la compagnie E.
La Easy effectuait des sauts de nuit à bord du C-47 lorsque Rudolph Dietrich a sauté. Son parachute, malheureusement, ne s'est jamais ouvert. Triste fin. Donc, le premier décès de la Easy Company est survenu le 13 décembre à l'entraînement. Plus les jours s'allongeaient et plus la tension montait chez ces jeunes soldats qui fatalement pensaient à la mort. Personne n'en parlait, mais plusieurs abordaient ce problème à travers des lettres personnelles. C'est le cas du soldat Webster qui a écrit à sa mère une lettre en janvier 1944. Donc, je vais vous lire la lettre. Je vous rappelle que Webster écrivait à sa mère. La lettre va comme suit. « Cesse de te faire du souci pour moi, maman. Je me suis engagé dans les parachutistes pour me battre et j'ai bien l'intention de le faire. Au besoin, je suis prêt à mourir en combattant, mais ne te tracasse pas pour ça. Aucune guerre ne peut être gagnée sans que de jeunes hommes meurent. Toutes ces choses qui nous sont précieuses ne pourront être sauvegardées que grâce au sacrifice de quelques-uns. » C'est vraiment héroïque comme lettre, je me devais vraiment de vous la partager. À partir de février 1944, les exercices ont impliqué des unités de plus en plus importantes. Les 7 divisions, dont la 101e aéroportée composant la future force d'invasion, ont commencé à répéter le débarquement en Normandie. Le 23 mars, les 2e et 3e bataillons du 506e régiment ont effectué un saut collectif à l'occasion de l'inspection conduite par le premier ministre britannique Winston Churchill. Un moment vraiment historique. Je vous laisse voir une vidéo et ensuite j'ai vraiment une histoire intéressante à propos de cette visite et ça concerne le soldat Malarkey. The Prime Minister and General Eisenhower make a 2-day inspection of Second Front American forces in Britain. Here are official pictures of the visit. The time when the two leaders witnessed an airborne demonstration by hundreds of American paratroopers. Just prior to the maneuvers, the Prime Minister spoke to the men, whom he described as the most modern expression of war. At this point, we travel with the 9th Air Force Troop Carrier Command, in company with men of the photo section recording the mass drop. Signal lights are flashed from the aircraft as we set out over the area where a short while ago British and American units gave a dress rehearsal display. In the body of one of the C-47s, men are handed cigarettes. Smoking is quite in order. In fact, later on, you'll see the instructor smoking a cigar as he leaves the aircraft. His cigar has become a symbol of good luck. While he's got it clamped in his jaw, the boys feel okay. On the order stand up and hook up, the men attach their static lines, which automatically jerk open their parachute packs when they bail out. When the signal light glows, they'll make the jump. There he goes. Here are appropriate words spoken the other day which fit ably into our picture. The coming Allied offensive will be a military operation unparalleled in this war. The hands of the clock are turning. They have reached 5 to 12. When the clock strikes 12, our armies will go forward to what we hope and believe will bring them their greatest triumph. Une fois le saut effectué, le régiment se rassemble devant une tribune où le général Taylor invite Churchill et le général Eisenhower à inspecter les hommes en revue. Et c'est vraiment là que Malarkey va vivre un moment qu'il n'oubliera jamais. Churchill et Eisenhower passent le régiment en revue et de temps à autre, ils s'arrêtent devant certains soldats pour leur poser des questions personnelles. Eisenhower s'arrête miraculeusement devant Malarkey. Pour lui, ça sera un moment inoubliable. Eisenhower demande à Malarkey de où il est originaire. Malarkey de répondre qu'il vient de Oregon. Les deux hommes discutent. Après 2-3 questions posées à Malarkey, c'est maintenant au tour de Churchill de s'adresser au jeune homme. Il lui demande s'il aime l'Angleterre. Imaginez-vous, c'est un moment vraiment historique. Malarkey va s'en rappeler toute sa vie. Je me devais de vous en faire part. Début avril 1944, l'invasion se rapproche à grands pas. Le général Eisenhower avait besoin d'ouvrir un front suffisamment large afin de pouvoir débarquer rapidement assez de divisions d'infanterie
pour submerger les forces ennemies retranchées derrière le mur de l'Atlantique. Il avait donné comme mission à la 101e division aéroportée de s'emparer le jour J de 4 routes de repli de l'infanterie allemande et de réduire au silence leur artillerie. La méthode choisie était un parachutage massif dans la nuit précédant le débarquement afin de profiter de l'effet de surprise pour désorganiser les troupes allemandes et faire un maximum de dégâts avant qu'elles ne puissent réagir. Il s'agissait d'une opération complexe, délicate et très risquée. Pour qu'elle ait la moindre chance de réussite, il fallait donc la répéter. Et pour que ces répétitions soient efficaces et utiles, il fallait à l'armée américaine trouver un endroit en Grande-Bretagne similaire au débarquement, donc à Utah Beach. À Slapton Sand, sur la côte ouest de l'Angleterre, toutes ces conditions étaient réunies. C'est là qu'arrive le titre de l'émission de l'épisode 3, Un secret bien gardé. C'est le 25 avril 1944 que l'exercice baptisé par le Haut Commandement débuta. Comme je disais auparavant, cet exercice avait vraiment comme but premier de simuler le jour J, pratiquer les troupes au jour J. Les hommes de la Easy Company y ont participé, ainsi que plusieurs troupes de l'armée américaine, on parle de l'infanterie et de la marine. Le problème avec cet exercice, c'est que des torpilleurs allemands ont réussi à se faufiler à travers le convoi des troupes qui transportaient les hommes de la 4e division d'infanterie. Résultat, 900 Américains ont été tués à bord des bateaux ce 25 avril 1944, un secret bien gardé par l'armée américaine pendant plus de 40 ans, imaginez-vous. Les hommes n'avaient pas le droit de parler de cette situation. Donc, les familles qui ont reçu les lettres ont appris que leurs enfants étaient morts lors des combats, mais c'était vraiment lors d'un exercice où ce que les torpilleurs allemands se sont faufilés et les ont abattus. C'est incroyable que, sûrement par honte, le gouvernement américain a décidé... la guerre, l'invasion n'était même pas commencée. Imaginez-vous si cette information avait sorti au grand jour. Ça aurait été un peu gênant pour l'armée américaine et surtout pour le moral des troupes. Donc, l'information est sortie vraiment à la fin des années 80. C'est incroyable. L'opération Tiger, donc malheureusement 900 personnes sont décédées le 25 avril 1944. Durant la première semaine du mois de mai 1944, la compagnie E s'est entraînée à attaquer des positions d'artillerie, des ponts, des chaussées et d'autres objectifs en relation avec les actions qu'elle allait devoir mener en Normandie. 31 mai 1944, les hommes de la compagnie E gagnèrent les camions pour quitter la ville de Aldbourne. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette journée, lors du départ des troupes pour le dernier endroit avant le jour J, c'est que la moitié de la ville de Aldbourne était présente et la plupart avaient les larmes aux yeux. Ils étaient présents pour dire au revoir et bonne chance et surtout merci aux soldats américains. Lorsqu'ils quittèrent la ville d'Aldbourne, les hommes de la compagnie E savaient très bien que leur entraînement était terminé. Il avait duré 22 mois presque sans interruption. Les hommes étaient aussi endurcis physiquement qu'ils étaient humainement possible de l'être. Même des boxeurs ou des footballeurs professionnels n'étaient pas en meilleure forme qu'eux. Ils étaient disciplinés, habitués à obéir instantanément et sans poser de questions. Devenus des experts dans l'utilisation de leurs armes personnelles, ils n'ignoraient rien de l'armement des armes alliées. S'étaient familiarisés avec les armes allemandes et étaient capables de les utiliser. Les hommes savaient se servir d'un émetteur-récepteur radio et connaissaient une grande variété de signaux de la main et du bras et des signaux de fumée. Ils possédaient parfaitement la tactique d'infanterie, qu'il s'agisse d'attaquer une batterie, un blocos, un réseau de tranchées ou une colline défendue par des mitrailleuses. Les hommes étaient préparés. La seule chose qu'il leur restait à affronter, c'était le baptême du feu. Aucun homme ne peut savoir comment il va réagir. En quittant Aldbourne, toutefois, ils étaient confiants. Les hommes de la compagnie E se sont retrouvés avec les autres sections et les autres régiments sur un grand terrain d'aviation qui avait des airs de prison. Une fois rentrés à cet endroit, impossible d'y sortir. Il y avait des gardes tout le tour du périmètre. La raison pour laquelle c'était de garder l'information à l'intérieur. Donc tous les hommes savaient que le grand jour se préparait. À cet endroit, les hommes ont étudié les maquettes et ils ont également appris dans les moindres détails en quoi consisterait leur mission. La compagnie serait larguée à Sainte-Marie-du-Mont, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Sainte-Mère-de-l'Église. Là-bas, ils devaient anéantir une batterie allemande.
Chaque officier de la compagnie E devait mémoriser la mission globale de la compagnie, mais aussi les diverses missions de sa section et d'autres sections jusque dans les moindres détails. Le soldat Winter raconte qu'il avait l'impression que la victoire dépendrait de l'aptitude de la 101e division à retarder la contre-attaque allemande. Bref, il avait l'impression que cette mission, c'était l'affaire de la Easy Company. Le samedi 3 juin, pris d'une envie très pressante, le sergent Bill Garneri attrapa une veste et se dirigea vers les latrines. Le problème avec cela, c'est que ce n'était pas sa veste. Rendu aux toilettes, le sergent Garneri s'accroupit et mit machinalement les mains dans les poches de sa veste, où il y trouva une lettre. Il sortit la lettre et se mit à lire la lettre. La lettre était écrite par la femme de Martin, le même soldat que l'on avait au début de l'épisode qui courait le mont Kouraï à l'âge de 92 ans. Donc, Garneri lut la lettre et je vous récite ce que la lettre disait. Garneri lut « Ne le dis pas à Bill », c'était justement lui, mais son frère a été tué au casino en Italie. Vous imaginez la rage qu'a pu ressentir Bill Garneri à ce moment. Nous étions le samedi 3 juin, donc 2 jours et demi avant le grand jour de l'évasion. C'est à partir de ce moment que le sergent Bill Garneri fut surnommé le Sauvage, car à partir de ce moment, il n'avait qu'une hâte, c'est aller au combat pour tuer tous les Allemands. Je vous laisse voir justement une vidéo. At the time, I had no feeling whatsoever. Like I said, my feelings was for my brother who was killed. When I jumped on D-Day, I swore I was going to kill every damn German I came across. And that's why I think they nicknamed me Wild Bill, because I did a lot of killing D-Day. Dimanche 4 juin, les hommes sont avertis que le grand jour arrive bientôt, donc ils passent la journée à se préparer leurs armes à feu, affûter leurs couteaux, préparer leurs parachutes, signer leurs assurances-vie. Certains d'entre eux se font couper les cheveux dans un style indien, amérindien. Le soir venu, les hommes se font offrir du steak, de la crème glacée. Le sergent Martin se rappelle qu'il s'était fait avertir que lorsque l'armée, le haut commandement leur servirait de la crème glacée, c'est que le grand jour était arrivé. Repas terminé, les hommes sortent et se préparent à embarquer dans les avions. Ils se préparent à mettre leur parachute lorsqu'une contre-ordre arrive au camp. Il y a trop de vent sur les côtes normandes, donc l'invasion devra être retardée. Les hommes étaient déjà prêts à aller combattre et ils doivent encore attendre. Ça devait être incroyablement fou. What I remember about D-Day the most, we were supposed to jump June the 5th. They canceled it on account of the weather. Well, everybody's all excited. Oh, God, we gotta go tonight. No, canceled. But I remember about that, we went into a big hall. Quiet, everybody quiet. You went in a big hall with all your stuff? Everybody had all the stuff on them, yeah. Ready to go anytime. We're going to show you a good movie. I never forget the movie. Mr. Lucky, Gary Grant and Lorraine Day. And that was it? That was the best part of the game show. Mr. Lucky, Gary Grant and Lorraine Day. Yeah? And that was on the 5th? On the 5th. So then on the morning of the 6th. That's when we took off, yeah. Lundi 5 juin, dans l'après-midi, les vents se sont légèrement calmés. Donc, les soldats savaient que le jour J était vraiment proche. Donc, certains hommes ont dégoté de la peinture verte et noire et se sont peints le visage à la façon des guerriers Sioux. On se transporte le soir, il est 20h30. Les hommes s'alignent par rang de 18 parachutistes, car cette journée-là, les C-47 vont transporter 18 soldats par avion. Les troupes se dirigent vers les hangars et, au contraire du premier saut lors de l'entraînement, les hommes, cette journée-là, ne riaient pas, ne criaient pas et n'étaient surtout pas excités. Chaque soldat était vraiment concentré sur sa mission qu'il avait à accomplir. Le soldat, le lieutenant, le chef de section, Winter,
se rappelle ce journée-là lorsqu'il est passé devant une batterie anti-aérienne britannique. Il se rappelle, ça l'a vraiment marqué, que les soldats britanniques avaient tous les larmes aux yeux. Rendu au hangar, chaque homme s'est vu remettre par le chef largueur DC-47. Chaque largueur a remis aux 18 parachutistes une lettre écrite par le colonel Sink. Je vais vous lire la lettre. On peut voir également dans la télésérie, ils en font mention. Le contraire avec la télésérie, c'est que lorsqu'ils montent à bord des avions, c'est en plein jour, mais dans la réalité, il était 20h30 le soir, donc c'est la différence. Je vous lis la lettre du colonel Sink, qu'on peut voir dans la télésérie George Loz, l'imitateur, qui imite le colonel Sink lorsqu'il lit cette lettre. Ce soir est le grand soir. Dieu soit avec chacun d'entre vous, soldats d'élite. Et la lettre continue. Ils se sont fait remettre une deuxième lettre également par le général Eisenhower qui commençait comme ceci. Soldats, marins et aviateurs des forces expéditionnaires alliées, vous allez partir pour la grande croisade à laquelle nous nous préparons depuis plusieurs mois. Le monde entier a les yeux fixés sur vous et la lettre se terminait avec le mot « Bonne chance ». Juste avant d'embarquer dans l'avion, les parachutistes britanniques avaient recommandé aux soldats américains de porter le leg bag. C'était une gaine que les soldats attachaient autour de leurs jambes qui pouvait amener, en anglais on dit du stock, du matériel supplémentaire pour le combat. Les hommes n'avaient jamais tenté de sauter avec le leg bag. Ça s'est avéré un échec total car chaque soldat lors du saut a perdu son leg bag. Je vous laisse voir une vidéo de la série Frères d'armes. Lorsque les hommes montent à bord de l'avion, on peut voir que la tension est très palpable. Surtout qu'on peut voir l'équipement que les hommes portaient. Les hommes portaient environ 150 livres d'équipement sur eux. Alors, je vous laisse voir cette vidéo. Ration pour 3 jours, sucreries, café en poudre, barre au chocolat, sucre, boussole, allumettes, baïonnettes, une musette de munitions, un masque à gaz, encore des munitions, une pelle pliante, une sangle, une gourde, mon 45, 2 cartouches de clopes, 2 sortes de mines, grenades au phosphore, fumigène, TNT, ce bordel et une paire de caleçons horribles. C'est quoi le problème? Tout ça pèse plus que moi et j'ai encore mon parachute, le ventral, mon gilet de sauvetage et mon M1. Où tu vas mettre ton poids américain? Celui-là, je m'en sépare jamais. Lorsque les avions décollent, il est 11h
8h30 le soir, donc nous sommes encore le 5 juin, et lorsque les parachutistes seront largués sur la côte française, il sera 1h du matin le 6 juin 1944. Chaque homme dans l'avion avait son rituel. Certains, pour détendre l'atmosphère, faisaient des blagues, mais la plupart des soldats gardaient le silence et priaient. Le soldat Winter a vraiment prié tout le long du trajet pour que le Seigneur le garde en vie et pour qu'il lui donne la force et le courage d'être à la hauteur des événements qui allaient se produire par la suite. What do you expect? You have no idea. That'll make anybody stand and search his soul for a few minutes. We were ready. We were ready. We were stationed in England for about a year before D-Day. We had a lot of maneuvers and parachute jumping. They put us in a camp preparing us for D-Day. In other words, just about a week before D-Day, they put us in no liberties, no nothing. You couldn't get out of the camp. They had guards around the marshalling area, so nobody could leave. That's when you felt that this is it. We did not know which day. We did not know where we were going to jump until we were locked in. And then they had debriefing to tell you exactly what your mission was. And they took this map and they made a scale model of the features of the land. They put in all the little buildings, all the bridges, all the little knolls, all the sand dunes. Everything was in on that layout. We knew it by heart. We knew exactly what we knew exactly what to do. I mean, if you could have been there at the time to see where the planes were lined up and all the gliders hooked up to the planes. Tanks and trucks and fields and fields and fields of them. I had no idea that there was that much hardware. So there's no question about it. We knew it was going to be big. And that day that, we got the orders to get in the planes, this is it. We had confidence in our leaders and all the plans and preparations that had taken place before the invasion. So we were confident and calm. We were all loaded down to the gills. We carried everything that we thought we could carry in the line of personal items, plus the necessary things we were assigned to carry, and we were loaded. Very scared. I was scared too, but probably in a different way that other people were. As long as I was in that plane and they were going to get me there safely out of that plane, that's all that I worried about. Déjà, la conclusion de l'épisode 3, un secret bien gardé. J'ai adoré réaliser cette vidéo. Lorsque je lisais dans le livre et, exemple, j'apprenais le premier décès de la compagnie, j'allais chercher sur Internet des informations. Donc, moi aussi, en réalisant la vidéo, j'ai vraiment appris des choses intéressantes. Petite chose que je pourrais rajouter en ce qui concerne l'épisode 3, c'est lorsque les hommes sont montés à bord des avions le 5 juin au soir, ils se sont fait remettre par l'état-major une pilule. C'est encore un mystère en quoi consistait cette pilule. Plusieurs soldats l'ont pris, d'autres ne l'ont pas pris. Ceux qui l'ont pris, on a comme exemple le soldat Joe Toy. Lui, lorsqu'il l'a pris, durant tout le long du trajet,
à bord des C-47 qui précédait le jour J, le grand saut. Lui, il a dormi tout le long du trajet. D'autres personnes ont eu des nausées. Le soldat Bill Garnieri, lui, ne l'a pas pris du tout, cette pilule. Donc, je voulais vous en faire part. C'est ce qui conclut l'épisode 3. J'espère que vous avez adoré écouter cet épisode. Le prochain épisode risque d'être fort intéressant. Le jour J, nous allons pouvoir développer ensemble les tactiques de combat employées par la Easy Company. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et également, si vous vous abonnez en janvier, lors du tirage, vous allez avoir la chance de gagner, comme je disais dans l'introduction, un livre. Donc, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël 2023 et on se revoit en 2024. Bye bye!